Bienvenue pour cette exploration. Alors, le 4 juillet 2025, il s'est passé un truc assez fou sur la blockchain Bitcoin, non? Ah oui, complètement. Un événement spectaculaire. 80 000 bitcoins qui n'avaient pas bougé depuis 14 ans. On parle de plus de 8,6 milliards de dollars. 8,6 milliards. Et ça date de quand exactement? De l'ère Satoshi, c'est ça? Les tout débuts. Exactement, 2010-2011. C'est le plus gros mouvement de bitcoin aussi ancien jamais enregistré, en fait. Ça vient de 8 portefeuilles différents. Incroyable. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu tout ça en s'appuyant sur les différentes analyses qui circulent. Oui, notre objectif, c'est de plonger dans ce mystère. Qui a fait ça? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que ça nous dit sur Bitcoin aujourd'hui? On va regarder les détails du mouvement, bien sûr, mais aussi les messages un peu bizarres qui ont été découverts. Tout à fait. Et puis, on explorera les théories du action du propriétaire, piratage, ou alors une mise en scène complexe. Sans oublier le contexte du marché qui est assez particulier en ce moment. Alors, pour revenir aux faits, 80 000 BTC, issus de 8 adresses P2PKH, les adresses legacy, typiques du minage des débuts. Et comment ça a été déplacé? Pas tout d'un coup, j'imagine. Non, c'était très coordonné, par bloc de 10 000 BTC, et, détail important, vers de nouvelles adresses modernes de type Segwit. Segwit, donc plus sécurisé et plus efficace, c'est ça? C'est ça. Mais là où ça devient vraiment étrange, ce sont ces fameux messages OP Return. Ah oui, racontez-nous ça. Ils ont été envoyés avant le transfert principal. Oui, juste avant. Et adressés au portefeuille qui allait être vidé. C'est ça qui est troublant. Et que disaient ces messages? En gros, un premier message parlait de saisie légale, comme si quelqu'un prenait possession. Une saisie sur la blockchain? Voilà. Et un second message donnait un ultimatum aux vrais propriétaires. Prouvez que ce sont bien vos bitcoins avant fin septembre ou début octobre, sinon Sinon quoi? considérés comme abandonnés. Exactement. Le message référençait même un site web, salomonbrose.com. Salomon Brose? Jamais entendu parler. Normal, il a été enregistré juste avant et il a disparu ou changé très vite. Il présentait une sorte de cadre légal bidon pour réclamer des biens abandonnés. Une fabrication, quoi. D'accord, donc un faux site, un ultimatum, ça commence à faire beaucoup. Et ce n'est pas fini. Il y avait aussi une suite de chiffres. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Attendez, ça me dit quelque chose. C'est pas la série Lost, ça? C'est... Et le plus fort, c'est qu'un épisode clé lié à ces chiffres a été diffusé, un 5 octobre. Ça correspond à une des dates de l'ultimatum. Ah ouais, quand même. Coïncidence? Ah, difficile à croire. Très difficile. Surtout qu'il y a d'autres détails qui clochent. Une transaction test faite avant sur Bitcoin Cash, le fork de Bitcoin. Pourquoi sur BCH? Bonne question. Et aussi, une des adresses finales qui a reçu les fonds contenait un mot un peu particulier, genre fuck ou fork. Une vanité adresse, mais avec un mot comme ça? Oui. Et pour générer ça, il faut une puissance de calcul non négligeable. C'est pas fait au hasard. Bon, alors, face à tout ça, quelles sont les théories qui tiennent la route? La plus simple d'abord. La plus simple, c'est le propriétaire. Logé, le détenteur originel. Il voit les messages, il panique un peu ou alors il est juste prudent. Et il décide de bouger ses fonds vers des adresses plus sûres, les Segwit. Exactement. Et peut-être qu'il ajoute l'adresse troll avec le mot dedans, juste pour répondre, quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de vente massive sur les plateformes d'échange, ça appuie cette idée. Ça peut, oui, s'il voulait juste sécuriser, il n'avait pas de raison de vendre tout de suite. D'accord. Deuxième hypothèse, le piratage. Oui, un piratage sophistiqué. On parle de failles possibles sur ces vieilles adresses PDPKH. Peut-être un problème d'entropie faible lors de la création de la clé à l'époque. L'entropie, c'est le côté aléatoire, c'est ça? Pas assez aléatoire au début. En gros, oui. Ce qui pourrait les rendre, théoriquement, un peu moins robustes que les adresses modernes. Et l'attaque quantique, on en entend parler parfois. C'est évoqué, oui. L'algorithme de Shor qui pourrait casser ECDSA, la signature utilisée. Mais bon, ça reste très très spéculatif aujourd'hui. Peu probable. Donc plutôt la piste de l'entropie, si c'est technique. C'est plus plausible, disons. Mais la complexité générale de l'affaire, avec les messages, le site, l'adresse perso, ça pointe quand même vers quelqu'un de très calé techniquement. Ou alors, la troisième voie, la mise en scène. Voilà. La mise en scène, ça ouvre plusieurs possibilités. Comme quoi, par exemple? Mais ça pourrait être une tentative de phishing géante et très ciblée. Faire peur à d'autres vieux détenteurs pour qu'ils bougent leurs fonds et peut-être se fassent avoir à ce moment-là. Malin et tordu. Ou alors, autre idée, une façon de blanchir l'origine des fonds, si jamais ils venaient d'activités, disons, douteuses au début.
Comment ça, blanchir? En créant cette histoire, regardez, ces fonds étaient abandonnés. On les a récupérés légalement grâce à notre procédure inventée sur Salomon Bros. Ça crée une nouvelle narration pour l'origine des fonds. Une sorte de justification a posteriori. C'est assez théâtral, comme vous disiez. Oui, et ce côté théâtral, ça a forcément relancé des spéculations autour de personnalités controversées. On a entendu les noms de Craig Wright ou des rumeurs sur Roger Ver. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est noté. Et pendant tout ce remue-ménage dans la cryptosphère, le marché, lui, comment il a réagi? 8,6 milliards qui bougent, ça a dû secouer. Eh bien, étonnamment, non. Le marché est resté assez calme. Le prix du Bitcoin a même continué sa hausse, il a tapé de nouveaux records autour de 118 000 $ début juillet. Ah oui, donc le marché n'a pas paniqué. Heureusement, ça montre peut-être une certaine maturité, ou alors ça s'inscrit dans des tendances plus larges. On parle beaucoup du modèle Power Law, qui prédit des prix très élevés à long terme. Celui qui voit le million de dollars vers 2033, c'est ça? Oui, ou l'impact de l'impression monétaire, le fameux M2, comparé à l'adoption qui continue de progresser. Bitcoin, en tout cas, continue de surperformer l'or sur le long terme. Ça, c'est clair. C'est vrai que cet événement illustre bien ce paradoxe de Bitcoin, hein. Tout est transparent sur la blockchain, on voit tout. Mais on ne sait pas qui est derrière les adresses. L'anonymat, ou plutôt le pseudonymat, reste fort. Bon, si on essaye de résumer, on a ce mystère incroyable des 80 000 BTC, des messages codés dignes d'un film. Et 3 grandes pistes. Le propriétaire prudent et un peu joueur, un pirate hyper doué avec une faille technique, ou une manipulation très élaborée, une mise en scène. Difficile de trancher pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous rappelle plusieurs choses. Oui, l'influence toujours présente des pionniers de Bitcoin, l'évolution de la sécurité, les failles potentielles des anciennes méthodes. Et puis, l'intrigue permanente qui entoure cet actif numérique. Ça ne s'arrête jamais. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà de savoir qui a fait le coup, Je vous écoute. qu'est-ce que cet événement nous dit sur la notion même de sécurité dans le monde numérique? On voit que même les coffres-forts les plus anciens, ceux de l'ère Satoshi, peuvent potentiellement être ouverts. Que ce soit par une clé privée retrouvée, une faille technique exploitée, ou même une sorte d'ingénierie sociale ou juridique mise en scène. Qu'est-ce qui est vraiment sûr à très long terme dans cet univers? C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.